avec le doc Michael Bensoussan. Non, jamais entendu parler. À chaque lundi, vous avez encore le temps de lui texter votre question. On essaie de répondre le plus possible. Une importante étude vient de relancer l'hypothèse qu'il y aurait depuis plusieurs années une baisse significative du nombre de spermatozoïdes chez les hommes, et ce, partout dans le monde. Est-ce que c'est vrai? On en parle avec Michael ce matin. Salut, Doc! Bon matin! Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une vraie baisse? Alors, c'est une vraie baisse, c'est une vraie étude, c'est une vraie information, c'est vraiment de la science, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. En plus, ça me paraissait très intéressant pour deux raisons. Un, on est toujours en novembre, il n'y a qu'à regarder la face à Billy. Et moustache. Et en novembre, c'est Movember. Et Movember, c'était pour sensibiliser les gens aux problèmes de santé spécifiques des hommes. Ça, un problème dans le sperme, c'est un problème spécifique de santé aux hommes. Donc, c'était le temps d'en parler. Et deuxièmement, il ne vous aura pas échappé dans l'actualité que nous avons eu la naissance cette semaine du 8 milliardième d'êtres humains sur cette Terre. Moi, quand je suis né, il n'y avait que 5 milliards d'êtres humains. Toi, quand tu es né, on était quoi, 100 millions, Martin? Donc, on se déplaçait à d'autres dinosaures. Donc la population mondiale est en train d'exploser. Puis là, on est en train de dire que globalement dans le monde, c'est ça que dit cette étude qui est sortie dans le Human Reproduction Update. C'est dur l'anglais, hein? Oh my God. Surtout pour un Français. Je vais le dire en français. Human Reproduction Update. Voilà. Qu'en fait, depuis 50 ans, la quantité de spermatozoïdes dans chaque millilitre de sperme et à un niveau mondial est en train de diminuer. Il y a 50 ans, il y avait environ 100 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Et maintenant, 50 ans plus tard, on est rendu à 50 millions. Et n'importe quel fertilologue, andrologue, urologue vous le dira. Par exemple, quand on fait des tests, quand on a des troubles de la fertilité, on considère qu'il y a des problèmes de fertilité et qu'on va avoir de la grande misère à faire des enfants quand il y a moins de 40 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Donc, au niveau mondial et globalement, tout ceci est average. Hein. Moi, par exemple, j'ai 4 enfants, donc je pense que j'ai pas... Moi, c'est papa, mais... Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue global, au niveau de l'humanité, effectivement, on approche d'un seuil où la fertilité et donc la pérennité de la race humaine serait remise en question. Mais y a-t-il des causes identifiées à ça? Est-ce qu'il y a moyen d'arrêter ça, de freiner toutes les spermes qui s'en vont? Oui, absolument. Alors en fait, cette étude vient corréler ce qui avait déjà été dit par d'autres études, et notamment une grande méta-analyse israélienne qui était sortie en 2017. On pense, parce que le reproche qui est fait à ces études, c'est que c'est surtout fait dans les pays globalement industrialisés, des pays comme le nôtre. On a des données qui sont là, mais qui sont quand même moins probantes pour les pays d'Afrique et d'Amérique du Sud notamment. On n'est pas sûr et certain de ça pour les pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. Donc, si on se projette dans nos pays à nous, qu'est-ce qui peut faire baisser la fertilité? Ça va être la pollution, ça va être mode de vie notre mode de vie, ça va probablement le tabagisme, le stress, l'obésité, la diminution de l'activité physique, tout ce qui fait que globalement on a une augmentation des mortalités par cancer, par mortalité cardiovasculaire, etc. Tout ce qui est mauvais pour l'organisme, ça va être mauvais également pour notre système de reproduction et de reproductibilité. Alors, non, les bancs chauffants, non, c'est pas assez chaud. Mais la question était bonne, mais c'est pas assez chaud. À moins que ce soit vraiment très chauffant. Très chaud, okay. Si tu commences à faire des cloques sur le scrotum, je te recommande de baisser, absolument. C'est bon à savoir. Absolument. Mais alors, cela dit, il n'y a pas que le nombre de spermatozoïdes par millilitre dans l'éjaculat qui va définir la fertilité. Il y a aussi la mobilité des spermatozoïdes. Il va y avoir également la concentration. Bien entendu, il va y avoir la compatibilité, la fertilité du partenaire féminin avec qui on fait ça. Donc, c'est un gros signal d'alarme, mais beaucoup de scientifiques, et c'est ça que je voulais dire, disent qu'il y a 8 milliards d'êtres humains sur Terre et qu'en fait, si ça continue avec le mode de vie qu'on a, on n'atteindra probablement pas 9 milliards. C'est-à-dire qu'on serait proche d'un pic de l'humanité. Et les gens qui ont sorti cette étude-là disent, si on a raison, et si ça se poursuit, en fait, l'humanité va commencer à décliner en termes de nombre et en termes de reproductibilité d'enfants par couple, et on va réatteindre 4 milliards, donc diminuer de moitié d'ici l'an 2100-2120. Voilà. Donc c'est ça. On part de l'autre côté. Absolument. Si on se rend jusque-là. Non, mais attends. Si on considère que du point de vue de l'écologie, du réchauffement climatique, de la catastrophe, etc., le big problème de l'humanité, ça va être ça. Il y a aussi des scientifiques, tu sais, ceux qui prônent l'évolution
l'évolution naturelle et le darwinisme qui disent, bon ben regarde, si on est rendu globalement à un moment où on a frappé un mur et on est beaucoup trop pour cette planète, sommes-nous surpris que d'une manière ou d'une autre, on va trouver un moyen de diminuer le nombre d'êtres humains pour que cela reste vivable. C'est un peu ça la théorie évolutive qui était justement l'objet des publications en 2017 des Israéliens. C'est une hypothèse, mais j'ai trouvé ça très intéressant. C'est vraiment troublant quand même ce matin, Michael. On te garde avec nous, on a des questions de nos auditeurs. Notamment Audrey-Anne qui dit « Question pour le doc, l'huile de CBD peut-elle remplacer l'Effexor au niveau de l'anxiété? » Et on va y répondre dans quelques minutes. Tout de suite après Jay Scott, un peu trop vite au 96.9, c'est quoi? 7h04 au 96.9, c'est quoi? On est avec le doc, Michael Bensoussan, et on a vos questions. Absolument, et je commencerai avec Audrey-Anne. Question pour le doc, l'huile de CBD peut-elle remplacer l'Effexor au niveau de l'anxiété? Non, Audrey-Anne, ça se peut pas, mais effectivement, tu as bien identifié. L'Effexor, c'est utilisé chez les personnes qui sont anxiodépressives, c'est plutôt un antidépresseur plutôt qu'un anxiolytique. Les anxiolytiques, c'est avec les médicaments de la famille des benzodiazépines, c'est pas ça, c'est plutôt les Ativan et Xanax de ce monde. Le CBD, c'est la partie du cannabis qui est une partie anxiolytique également. Ça fonctionne très bien et maintenant c'est légal, donc on peut le recommander. Donc pour les fonds d'anxiété, non pas tant pour les attaques de panique, mais les fonds d'anxiété, on peut recommander le CBD, surtout pas avec du THC, c'est-à-dire de la vraie weed, parce que ça va augmenter l'anxiété, mais ça ne peut pas remplacer l'Effexor, mais ça peut bien venir en complément. Alors il faut faire ça, gentiment, doucement, avec prudence, mais ça se peut. France a une question. Lorsque je me réveille la nuit, je n'ai plus de salive, tout est sec dans ma bouche, même ma langue est collée. Que faire? C'est à cause de quoi? Alors, il y a deux possibilités diagnostiques à ça. La première, c'est soit qu'il y a du reflux et de l'acidité qui va remonter de l'estomac, et puis ça donne justement des sensations de bouche sèche et même de brûlure dans le pharynx, la bouche et la langue. Mais la plupart du temps aussi, ça peut être que tu débutes un syndrome d'apnée du sommeil, ma chère auditrice, et qu'en fait, tu n'arrives plus à respirer avec le nez parce que ton nez est tout bouché. Tu respires par la bouche, et donc ce flux d'air toute la nuit va complètement t'assécher. Il y a des applications sur ton téléphone qui peuvent te permettre, non pas de faire un vrai diagnostic de syndrome d'apnée du sommeil, mais il y a des applications qui sont de plus en plus performantes pour te dire que tu ronfles, que tu te réveilles plusieurs fois par nuit. Respiration saccadée, ça pourrait être le début, et à ce moment-là, il va falloir que tu ailles consulter pour faire un test. Ça s'appelle une polysomnographie. Ça fera l'objet d'une chronique. Un jour. Il y a quelqu'un qui s'identifie pas qui dit « Ouais, moi, je me suis rentré un clou dans le pouce samedi. » J'ai donné une voix. Je sais pas si mon tétanos est à jour, puis c'est quoi les risques si je l'ai pas, puis que je fais rien. Mon pouce est rouge, enflé et très sensible. Bon, alors ton pouce est rouge et enflé, donc déjà en partant, il va falloir, malheureusement, je suis désolé que tu ailles consulter, parce que le tétanos, ça ne donne pas ça, puisque ta question, c'est le risque du tétanos. Attraper le tétanos, il faut absolument que ton statut de tétanos soit à jour. Si ça n'est pas le cas, il va falloir faire un sérum rapidement après que tu te sois mis le sérum, c'est pas le vaccin, et peut-être te mettre ton vaccin à jour, parce que si tu attrapes le tétanos, c'est une maladie neurologique très grave et très sévère. Mais ça donne pas le gros pouce rouge. Ton gros pouce rouge, c'est probablement que c'est en train de s'infecter. Peut-être aussi que ton clou est allé plus profondément que ce qu'on pense. Il a peut-être graffiné l'os, il faut aller voir ça, ou il a peut-être graffiné les petits tendons et les gaines qu'il y a autour. Et si une bactérie se met là-dedans, ça peut se répandre à toute la main. Ça s'appelle un phlegmon des gaines et ça finit au bloc opératoire. Donc je m'excuse, mais l'auditeur qui pose cette question, ce lundi matin, tu t'en vas à l'urgence, tu vas regarder sur tes applications, l'application Doctor par exemple avec un K, D-O-C-K-T-R, qui va te dire où est-ce que l'urgence est le moins chargée dans le Grand Montréal. Absolument. Attends, répète ça. D-O-K-T-R, Doctor. C'est une appli qui te donne gratuitement en live le taux de remplissage des urgences. Absolument. Et tu vas aller te faire une radio du pouce parce qu'il faut absolument qu'un médecin vérifie ton statut tétanos, qu'on vérifie qu'il n'y a rien là-dedans et probablement starter des antibiotiques. Je veux juste savoir, pour le tétanos, c'est quoi la durée de ce vaccin-là? La durée du vaccin, c'est 10 ans. C'est 10 ans. C'est 10 ans. Et au bout de 10 ans, ça doit être rappel. OK. Systématiquement pour chaque plaie. Sébastien, ma fille de 1 an et 2 mois, lorsqu'elle boit du lait la nuit, tousse tellement qu'elle vomit tout, mais seulement la nuit. Eh oui, parce qu'elle est allongée et qu'elle a le clapet inférieur de l'œsophage qui n'est pas compétent. Et donc, elle a du reflux de l'enfance qui est tout à fait normal. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? D'abord, on lui donne un petit peu, on va voir avec son pharmacien si on peut pas lui donner un peu de Gaviscon ou des choses comme ça, c'est-à-dire du plaster pour l'œsophage avant qu'elle se couche. Et tu peux t'organiser aussi avec le matelas de cette petite en mettant sous la partie où il y a la tête du matelas des petits 3
3 pouces maximum pour que le matelas soit discrètement penché et pour que la gravité fasse son œuvre et que le contenu de l'estomac reste dans l'estomac pendant la nuit et ça ira bien mieux. Une petite serviette roulée, là, c'est ça le best. Mais non, en fait, non, je m'excuse. En dessous du matelas. Non, je m'excuse. En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est que l'enfant ait la tête qui soit pliée sur le tronc. Ça ne sert à rien. Il faut que la totalité du corps de l'enfant soit discrètement la tiltée. serviette, c'est en dessous du matelas. Donc, il faut le mettre Exactement. sous les pieds du lit. C'est ça le truc. Il faut mettre des briques ou un bout de bois. OK, Il les pattes de lit en sous dessous. les pattes du lit OK, pour que tout le lit soit à peu Tu près chimes. 3-4. Il faut chimer le lit, absolument. OK. Oh, wow, c'est Sinon, encore c'est meilleur. pas efficace. Allez, on a 20 secondes. Je vais y aller avec. As-tu un saviez-vous que? En terminant, Absolument. mon bon Michael? Alors, je regarde Billy dans les yeux avec toute mon arrogance française. Vas-y. Et mon saviez-vous que de ce matin est saviez-vous que la France ne va pas gagner la Coupe du Monde de soccer. Mais j'y vais avec quelque chose de médical. D'abord, je vous annonce ça en premier ici parce que je vous rappelle aux auditeurs les plus fidèles qu'en 2018, j'étais le premier à vous dire que la France allait gagner. Et là, la Coupe du Monde, et ils ont gagné. La Coupe du Monde de soccer a commencé hier. Je vous annonce en premier que la France ne va pas gagner. Je vous annonce également que le Canada va pas gagner. I'm sorry. Et pourquoi la France ne va pas gagner? Car Karim Benzema, le meilleur joueur du monde, qui est français, s'est claqué à l'entraînement hier, la poisse absolue, the best. C'est la première Coupe du Monde qui va se disputer sans le Ballon d'Or, c'est-à-dire sans le meilleur joueur. Alors, mes chers auditeurs, comment on se claque? On fait un effort physique trop important. En général, ça se passe bas du corps, dans les quadriceps des cuisses, les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses ou dans le triceps sural, c'est-à-dire les mollets. Et quand vous faites un gros effort physique et que vous sentez immédiatement une douleur comme Karim Benzema qui vous transperce comme ça, comme un coup de poignard, plus ou moins intense en fonction du nombre de fibres musculaires qui se déchirent. À l'entraînement que c'est fait À ça. l'entraînement, absolument. Il faut immédiatement, premier réflexe, tout de suite, mettre de la glace là-dessus. Parce qu'effectivement, ce sont des fibres musculaires qui se déchirent. Il va donc y avoir un hématome et il faut tout de suite refroidir ça pour que le saignement s'arrête. Non seulement ça va diminuer la douleur, mais le temps de récupération d'un claquage musculaire est de 3 à 4 semaines. Donc c'est pour ça que Karim Benzema ne jouera pas à la Coupe du Monde. Mais si vous mettez de la glace tout de suite et que vous diminuez cet œdème, ça va être seulement 3-4 semaines. Par contre, si on laisse l'œdème se développer et le muscle saigner, ça pourrait être 4 à 6 semaines. Donc on gagne même du temps de récupération Puis de la sur les cortisone, déchirures. mettons, pour qu'il joue puis qu'il cause sa jambe blessée. Alors c'est très efficace, mais c'est totalement interdit. Mais c'est totalement interdit que tous les joueurs qui prennent de la cortisone, il faut qu'ils justifient qu'ils ont de l'asthme. Mais c'est vrai qu'au Tour de France, par exemple, il y a 20% du peloton qui est asthmatique. Ah ben Ah ben, C'est le commentaire sportif par excellence. c'est mon préféré. On dirait qu'on a ouvert une boîte de Pandore. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu un aussi bon commentaire sportif.